Allez, salut à tous, bienvenue pour cette vidéo. Donc cette fois-ci, on va parler de STIC Changeable Guardian sur NES. Encore une fois, les gars, vous vous êtes fait avoir. On en parle tout de suite après le générique. Alors voilà, on va regarder de près ce qui était présenté dans la démo à travers ce titre-là, qui sort au mois de décembre 2024, avec des effets visuels sincèrement extrêmement impressionnants dans la version démo. Alors on nous annonce 4 mégas de mémoire pour le titre. Avec 64 kilobytes additionnels pour faire tourner le titre. Alors c'est un jeu qui a été développé, attention, par d'anciens programmeurs qui ont travaillé sur des titres dont je peux vous parler comme Wonder Boy et d'autres jeux. On va passer tout à l'heure en review les programmeurs. Alors par exemple, on a notre ami Takayuki Gemini Hirono qui a travaillé sur Guardian Legend, Zanak. On a également Hiroki Taigata Kodama sur Power Strike 2 pour la Game Gear apparemment. Spriggan sur la Mark II. En tant que designer en fait du titre, production design. On a Fujishima Satoshi qui a travaillé donc sur Final Justice, Gull Cave et Guardic. Et puis on a Shinichi Sakamoto qui a travaillé sur Wonder Boy in Monsterland et Psychic 5, compositeur musical. Voilà, donc on a des personnes qui ont travaillé sur plusieurs secteurs pour nous sortir ce titre sur NES, qui contient 6 stages durant lesquels vous allez pouvoir vous essayer à différents modes de jeu, type R-Type, type également Thunder Force. Il y a du Gradius, il y a du Darius, on met un peu de tout. Il y a du Last Resort également au niveau du premier stage avec l'ambiance et puis également les satellites comme dans R-Type. Alors sur le papier, le jeu il est impressionnant au niveau du design, au niveau visuel. Comme vous le voyez, il y avait une démo qui était sortie il y a quelques temps déjà, sur laquelle on pouvait s'essayer au titre, avec, comme je vous l'ai dit, des décors qui rappellent Einander, Last Resort, Akira, enfin Blade Runner, etc. Et ce que je peux dire par là, c'est que c'est quand même esthétiquement un jeu qui envoie pas mal, on va dire, pour de la NES. C'est assez impressionnant. Moi, de mon côté, j'étais très hypé par le titre. Je me suis dit, je vais attendre en fait. Je vais attendre avant de le commander parce que le problème qu'il peut avoir, c'est que si le jeu est aussi beau que ça, c'est que il va pas être très très long. Le drame, c'est que quand tu constates que des gens le terminent en moins de 19 minutes, moi ça me pose un souci au niveau, encore une fois, du homebrew, parce que les gens se sont fait, premièrement, je dirais pas avoir, parce que peut-être au niveau collection, ça reste un jeu intéressant pour les gens qui veulent récupérer des jeux NES. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que au niveau des tarifs, au niveau de la durée de vie du titre, l'intérêt, tout simplement l'intérêt. On aimait bien noter l'intérêt, vous savez, dans les magazines d'époque. Au final, on mettait une note par rapport à la globalité du titre. Alors, vous me direz, dans les magazines d'époque, oui, la plupart des testeurs étaient corrompus, etc. Bon,
Qu'est-ce qui se passe en 2024? Vous allez me faire la liste là de tous les gens qui ont parlé de ce titre. Il y a eu un matraquage publicitaire dont je vais vous montrer voilà, certains articles. Matraquage publicitaire, des conventions, des youtubeurs français, étrangers qui en ont parlé. Il y a eu beaucoup d'argent investi dans le marketing et vous vous êtes fait avoir par ce matraquage publicitaire où on vous vend un titre qui au final dure 19 minutes. Je sais pas si on imagine. Alors, bien sûr, il y a des gens, ils vont essayer d'y jouer en mode le plus difficile, avec plein de vaisseaux à l'écran qui vont vous déglinguer. Jouer en mode normal, voilà, vous allez prendre du plaisir, ok, mais en mode difficile, ça va être une autre histoire. Maintenant, le level design et les stages vont être les mêmes. Ça va être exactement la même chose, simplement qu'il y aura plus de missiles et plus d'ennemis à l'écran. Et ça va être beaucoup plus compliqué pour vous. Mais qu'est-ce qui marche en 2024 chez nos amis youtubeurs qui sont très, comment dire, influençables et influenceurs, certains également, bah, ils aiment bien l'argent. Alors bien sûr, ils vont recevoir premièrement le jeu gratuitement, ils vont en parler, et deuxièmement, en fait, ils vont dire à leurs abonnés que le jeu est exceptionnel, etc. Personne l'a fait. Enfin, il y en a qui l'ont terminé, attention, il y a des gens qui l'ont terminé, mais qui n'ont pas dit que le jeu ne durait que 19 minutes. Moi, j'ai un problème avec ça, encore une fois. Je fais pas partie des pigeons qui achètent un jeu à une jaquette. Parce que c'est vrai que quand vous regardez la jaquette du jeu, franchement, ça envoie. Franchement, c'est à peu près ça, la jaquette de la boîte, c'est à peu près ça. Ça envoie. Un Gundam géant qui peut se transformer façon Robotech, c'est kiffant. Maintenant, les gens en fait qui ont parlé seulement de l'esthétique, au niveau visuel, voilà, les backgrounds, les boss énormes qui sont impressionnants, ils ont oublié de parler d'un truc aussi également, c'est que au niveau gameplay, la plupart des ennemis en fait passent à côté de vous et en fait ils tirent un peu à côté, ils vous visent pas forcément. Alors vous me direz heureusement parce que le nombre de missiles qui est en mode hard à l'écran, ouais, ça devient compliqué. Mais il y a certains stages, en fait, quand vous passez durant les premiers niveaux, vous traversez les niveaux, vous vous mettez en bas légèrement à droite, il y a des endroits où on peut se cacher dans l'écran et on peut revenir en loop et reclaquer les ennemis qui sont passés au-dessus, en fait. Parce qu'ils réagissent pas forcément à votre position. Mais bon, je pense qu'après, ça deviendrait vraiment compliqué vu la taille de l'écran. C'est-à-dire que l'écran de gameplay est assez restreint, on peut pas forcément beaucoup se déplacer, beaucoup bouger. Je sais pas si c'est par rapport justement au choix de la taille des sprites, mais certainement, s'il faut faire un compromis sur la NES, à la résolution de la NES, c'est pas du 1080p. Donc automatiquement, là, quand vous jouez dans des résolutions très très basses des années 80, il faut absolument en fait faire un compromis entre l'esthétique du background, la taille des sprites à l'écran pour pas qu'ils prennent trop de place. Et plus ils sont gros, plus la console va avoir du mal à déplacer ses sprites et cet assemblage de pixels à l'écran. Ça y est, il va avoir des ralentissements. On est toujours avec, bien sûr, le processeur de la NES. Hein. C'est pas un jeu qui est cheaté à mort. Alors, il y a 64 KB qui ont été rajoutés. Certainement pour le cache, voilà, je pense que c'est ça. J'ai pas forcément regardé, mais je pense que c'est ça. Après, le jeu qui fait 4 mégas, bon, c'est pas... C'est très bien pour la NES, c'est très bien franchement, parce que visuellement on n'aurait jamais pu avoir ça avec tous les décors, tous les détails, etc. Et puis l'animation est très fluide, ça c'est clair et net. Maintenant musicalement c'est une bouillie. J'ai écouté en fait la version finale au niveau des musiques, c'est une bouillie. Alors il y a un gars là, c'est un terroriste, comment il s'appelle? Shinichi Sakamoto. Wonder Boy in Monsterland et Psychic 5 il avait fait au niveau des musiques. Là c'est horrible, les musiques sont horribles, sauf peut-être quand on arrive à certains boss, et vers la fin du jeu c'est pas mal, mais c'est très inégal et ça, franchement ça fait mal aux oreilles. On dirait qu'on est en train d'égorger des Vietnamiennes, je sais pas ce qui se passe avec ça. Enfin bon, je vous laisserai, vous me donnerez un avis sur ce que vous entendez, mais quand on connaît les musiques de Batman sur la NES, on connaît les musiques également, par exemple, même de Mario Bros, c'est fluide, c'est simple, etc. C'est bien. Musicalement, c'est très moyen.
Alors si on peut donner une note au niveau musique, moi je mettrais 12, 11 sur 20. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Après, il y a une qualité dont sûrement les testeurs n'ont pas parlé, c'est que les tirs et les bruits des explosions sont séparés par rapport aux musiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas un entremêlement en fait et un étouffement des explosions qui sont couverts par la musique ou disparaissent. On entend toujours les tirs des missiles et on entend toujours la musique qui ne s'arrête pas ou qui ne se coupe pas, comme ça peut être le cas par exemple, hein, je me souviens de, je crois que c'était Darius sur la NES, et puis on avait R-Type aussi sur certaines versions. Peut-être Master System, où le bruit des missiles parfois disparaît au profit de la musique. Mais ça c'est une qualité, mais ça fait partie également, voilà, je pense, de l'histoire du cache qui a été rajouté. On n'a pas de clignotement de pixels aussi. Ça c'est quelque chose d'intéressant. Moi mon principal problème, ça va être le fait que le jeu ne dure que 19 minutes. En 2024, je suis pas certain que ça soit vraiment correct de la part de programmeurs de faire un jeu de 19 minutes. Là on retourne dans les années 87-88 où les jeux étaient extrêmement courts. Est-ce qu'on n'est pas en lieu d'attendre quelque chose de plus long? Alors visuellement c'est magnifique, il n'y a pas de problème. Vous me direz, sur Neo Geo il y a des jeux qui durent 25 minutes, qui coûtent 500, 800, 1000 euros, etc. Ok. Pourquoi pas? Si vous êtes collectionneur ou que vous avez acheté ce jeu à la jaquette et que 20 minutes ça vous dérange pas parce qu'il va rester sur une étagère et vous le finirez jamais. Maintenant, le mec qui est vraiment gamer comme moi, qui va jouer à Thunder Force 4, Thunder Force 3, qui va finir des R-Type, des Exolé, etc., qui va jouer à ça, je pense qu'en un jour, je vais y jouer une fois, je vais le terminer, je vais dire ouais, qu'est-ce que j'en fais? Je vais attendre que le prix monte et je vais le revendre. Maintenant, comme c'est un jeu qui va être distribué en grande quantité pour tout le monde, on est un peu dans le symptôme du Zelda, du coffret Zelda avec la Switch que tout le monde a acheté, et tout le monde espère que ce coffret va prendre de la valeur un jour. Tout le monde a acheté ce coffret là, Zelda, et faudra attendre 30 ans ou 40 ans pour que ça prenne 100 euros. Enfin, on est dans le rapport inflation d'un Sonic ou d'un Zelda Link to the Past sur Super NES sorti il y a plus de 30 ans. On est dans ce symptôme là, donc là c'est pareil. Ce Changeable Guardian là, c'est la même chose. Les collectionneurs vont l'acheter en quantité, ils vont tous faire des vidéos, ils vont jouer le premier niveau, ils vont faire le deuxième niveau, ils vont dire ouais c'est pas mal, moi j'aime bien, allez hop, terminé. Il se passera plus rien en fait au niveau de leur étagère. Alors il y a certains stages comme on voit ici par exemple du côté de l'Asie. Alors c'est marrant parce que les niveaux, ils ont marqué le niveau de Londres, le niveau de New York, le niveau de Tokyo. Tokyo, Osaka, je sais pas, enfin bon. Je veux bien, ouais, c'est pas mal, les backgrounds ils sont magnifiques et tout. Londres on reconnaît pas trop. En plus, le dernier niveau, ils l'ont appelé Last Planet, la dernière planète, il n'y a pas de nom. Bon, ça c'est voilà, c'est le folklore, mais on cherche un thème à travers les niveaux, pourquoi pas, invasion extraterrestre, on combat, etc. C'est du revu et déjà vu. Moi, ce que je trouve bien, par contre, c'est le positionnement des ennemis à l'écran au niveau du début des stages, qui est vraiment pas mal du tout. On sent en fait l'oppression des ennemis qui sont là en fait pour nous dézinguer. Et ça c'est intéressant. Maintenant, quand on se rend compte que chaque niveau dure 2 minutes, c'est-à-dire que vous êtes à peine rentré dans le niveau, que ça se termine, il y a un boss. Il y a un sentiment de frustration qui est flagrant pour le joueur, quoi. C'est terrible. Après, il y a énormément d'ennemis qui reviennent, ce sont les mêmes à chaque fois. Il n'y a pas trop de différence au niveau des sprites. C'est ce qui fait également que le jeu marche bien.
au niveau fluidité, c'est qu'il n'y a pas une diversité énorme dans les sprites. On réutilise les mêmes sprites pour faire les ennemis et les décors, hein, qui apparaissent de façon continue à différents endroits. Bon, c'est en 2024 un shoot'em up qui prévoyait en fait quelque chose d'impressionnant pour les gamers. Et au final, quand tu as une expérience qui dure si peu de temps, bah je sais pas, moi j'ai encore une fois un problème avec ces homebrew parce que on va revenir sur ce matraquage publicitaire. Je vais vous montrer quelques passages. Alors on est ici, voilà, sur la page officielle du site, où vous avez justement, voilà, un descriptif, hein, du produit, et également les liens pour aller se procurer le titre. Voilà, vous pouvez acheter ce jeu en version NTSC, en version PAL. Alors sur la PCB, ils ont mis les deux versions NES, PAL et Famicom en NTSC, donc 60 Hz, 50 Hz. Vous me direz les gars si vous avez ressenti de votre côté sur la version Famicom une accélération de l'animation par rapport à la version 50 Hz, ou si le jeu est optimisé. Ça serait intéressant de savoir. Alors vous avez différents liens bien sûr avec des vidéos qui peuvent apparaître, et puis également voilà, des endroits où ils ont fait ce matraquage publicitaire énorme. Alors on a eu plein de gens du côté de youtubeurs français et également d'organisateurs de conventions, vous allez le voir, qui ont fait la promo de ce titre. Et aujourd'hui, bah, ils n'ont jamais parlé des points négatifs. C'est un peu ça le problème dans ces matraquages journalistiques, youtubeurs, influenceurs, c'est qu'on est dans un système qui est peut-être pire que celui des années fin 80 dans les magazines et début années 90, où encore il y avait un peu d'honnêteté dans le test, où on mettait parfois 70% un jeu, ou 65 ou 80, suivant on répertoriait tous les problèmes. Aujourd'hui, en fait, on va vous mettre en valeur, les programmeurs, c'est d'anciens gars qui avaient fait des jeux dans les années 90, ils sont très connus. Regardez, c'est un homebrew pour la NES, la jaquette est magnifique, la boîte elle est belle, c'est vendu par tel ou tel youtubeur qui va faire la promo. Enfin bon, on connaît l'histoire. Il y a également le site Time Extension qui a sorti une review. Alors on va essayer de regarder la review. Et vous aviez donc ce jeu qui a fait le tour du monde, hein, voilà, dans diverses conventions ici à Taïwan. Le 4 novembre, là, ici, il y avait à G8, voilà, une autre convention à Taipei. Voilà, ici, on a Retro Gaming Connexion 2024, avec les endroits où on pouvait jouer sur les PC, les télé cathodiques, donc adaptés, avec des petits flyers, on voit des manettes, etc. C'est sympa. Voilà, on connaît la boutique, voilà, on fait pas de promo, mais on connaît la boutique en France qui en vend. Ils étaient à la Polygone, du côté de Lyon. Alors les gens jouaient, ils trouvaient ça... Le problème, c'est qu'ils jouent sur une version démo où il y a 1 ou 2 stages, où parfois il y a le jeu complet, mais qui ont peut-être parfois en version bêta. Ça arrive également dans les homebrew, et quand on reçoit le jeu terminé, quand on l'a commandé, on est hypé, on se dit le jeu il va durer une demi-heure, 40 minutes, 1 heure. 19 minutes les gars, 19 minutes. C'est-à-dire que par rapport aux gens qui ont testé une version bêta, et qui ont pu terminer le jeu dans des conventions, voilà, il reste pas grand chose à découvrir, hein. La Beat Summit Drift, voilà, également en juillet 2024. Alors voilà, ensuite il y a le System Gamer Max Play Magazine, qui a publié un article en juin 2024. En mai 2024, il y avait eu également un article sur Time Extension avant le test. Ici, on a dans une autre convention, en mai 2024, la démo qui tournait. Voilà,
du côté de la même boutique hein, qui a fait quelques jeux au niveau de la vente. Ici, on a la Pixel Day 2024 en avril 2024. La démo, voilà. Et la démo, franchement, les musiques ont été changées, heureusement, parce que les musiques durant la démo, une boucherie. C'était une boucherie, la démo, au niveau musical. Horrible. Ici, on a, voilà, en avril 2024, présentation du jeu. Il y a également des précommandes qui vont arriver rapidement à un moment donné. Ici, on a les références au niveau de la cartouche 4 mégas et 64 kg de RAM, voilà, comme je vous disais, rajouté hein, pour aider la NES à faire fonctionner le jeu. Et on a tous les professionnels ici qui ont travaillé, c'est impressionnant la liste. Hein. On a également Ayako Sasso qui a travaillé sur Rolling Thunder 2 et Galaxian 3 comme compositeur musical encore une fois. On a Shinji Oso qui a travaillé sur Ordyne, PC Engine et Dragon Spirit. Alors Kenki Fujioka qui a travaillé sur Mecha Design et Advance of Z comme directeur principal de l'esthétique, hein, effets visuels, etc. Ensuite on a... qu'est-ce qu'on a? Et la personne c'est Ano Shimizu qui a fait la jaquette, voilà. Avec son travail qui est très bon, hein, faut dire, très très bon. On a Kuji Kenju qui a travaillé sur Cosmo Gang. Normalement, Cosmo Gang, en fait, c'est Super Famicom, si je me trompe pas. Hein. Voilà. Conseiller gameplay. Conseiller gameplay, voilà. 19 minutes. Non, mais c'est pas... Si vous voulez, en fait, le gameplay est pas mauvais. Hein. Le gameplay est bon. Maintenant, le jeu est pas assez long. 6 niveaux. Voilà. Avec des niveaux de difficulté qui peuvent être variables. Hein. Voilà. On a... Alors, ça, c'est dommage parce qu'il vous spoil le dernier boss. Ça, c'est la fin du jeu, ça, en fait. Pourquoi il vous spoil comme ça la fin du jeu avec l'espèce de fœtus un peu à la... Comment dire, dans Total Recall, avec... je sais plus comment il s'appelle... qui sort du ventre et c'est n'importe quoi. Enfin, pourquoi spoiler la fin du jeu? C'est assez bizarre. Voilà, game over. En plus, c'est à l'image de... Non, mais bon, voilà. L'histoire du jeu, en 2413, la Terre a été envahie par les pirates diaboliques de l'espace, Vanderus, alors sûrement des Néerlandais ou des Belges. Voilà. Qui dominent 5... ville économique du monde pour prendre le contrôle de l'économie mondiale. Alors ça c'est bien ça, ils veulent maîtriser le 440 et l'histoire est bidon, enfin on s'en fout de l'histoire. Mais... Marie Cannon voilà, chevauche un Estic, voilà, un Gundam géant à la Robotech, voilà. Voilà. Un super robot qui vient de Betelgeuse. Alors, c'est la petite référence à Beetlejuice, hein, si vous la savez. Voilà, Marie, principal pilote. On a également un cosplay, voilà, pour les geeks un peu puceaux. Canon, copilote. Allez, copilote soubrette. Il faut pas chercher à comprendre, voilà. Voilà, les niveaux. Alors, on a Hong Kong au premier niveau. D'ailleurs, moi j'ai pas reconnu Hong Kong, hein. J'aurais plus reconnu une ville sur une autre planète du futur à la Highlander, Blade Runner, tout ça. Ensuite, on a au niveau des villes disponibles, vous allez le voir, alors ils ont mis Bayern. C'est quoi, Bayern Munich c'est quoi? C'est Bayern. C'est Munich? Je sais pas. J'ai pas compris. Voilà, voilà. Un super tank allemand. Alors la ville de Bayern. Bon, je sais pas. C'est Bayern Munich. Ouais. Je sais pas. Franchement, j'ai rien à dire. La troisième ville, c'est Londres.
Voilà. Battez-vous contre les gardes royaux. Façon platoon, au-dessus du Tower Bridge. Et on arrive très vite encore une fois au boss. Ensuite, on passe à New York avec la Statue de la Liberté. Voilà. Je vous spoil le jeu, hein, parce qu'au final, vous-même, vous allez rapidement vous spoiler au bout de 10 minutes. 10 minutes de gameplay, c'est plus de la moitié du jeu. Voilà. Ensuite, on a Kyoto. Alors, c'est Kyoto, c'est pas Tokyo ni Osaka, c'est Kyoto. Qui, d'un niveau design, est vraiment très intéressant. Il y a des maisons typiques d'Asie qui rappellent Musha à l'Est, vue de haut. Là c'est vue de côté. Alors ici, on a la dernière ville avec Iwuzam. C'est une ville, comment dire, factice, hein, qui n'existe pas, avec des buildings géants façon planète détruite par une explosion nucléaire, rasée, et des buildings immenses, comme on pourra avoir sur la Lune par exemple, hein, voilà. Et ça rappelle énormément le level design d'R-Type et d'Axolay par moment. Voilà. Et ensuite, voilà, vous avez un autre niveau où vous avez le boss qui arrive juste derrière. Mais si on regarde, on va regarder ça, le test de Time Extension. Alors ce test a été publié le 9 décembre, ce qui est assez tôt, hein, au niveau proximité de la sortie du jeu, hein. La review. Alors on va regarder ce qu'ils nous ont mis, hein. Voilà. Voilà, ils ont dit que voilà, depuis le mois de septembre, ils en ont parlé pas mal du titre, hein, également, voilà. Alors esthétiquement, graphiquement, quand on est proche du pixel perfect, le jeu est pas beau. Il faut vraiment y jouer si vous pouvez sur une cathodique. Bah, je demande pas vraiment que non plus vous ayez le matos d'origine. Mais sur Famicom, si vous pouvez y jouer avec la prise antenne également, il y aura toujours cet effet de léger flou qui va améliorer graphiquement le jeu, parce que le pixel perfect, c'est juste horrible en fait du côté de la NES sur une TV LED. Voilà. Alors il y a 3 niveaux de difficulté, hein, on le sait. Alors le HUD, il rappelle énormément, hein, ce qui s'est fait du côté des Darius, Gradius, R-Type, comme vous le voyez. Voilà. On peut avoir des super armes également. Voilà. Alors 6 niveaux dans 6 villes principales. Alors, généralement, graphiquement, c'est incroyable, ils disent, voilà. Ils utilisent la palette de la NES de façon magnifique. On peut comparer Estic à Parodius. Waouh, putain, les gars, ils vont loin, là. Alors, faudra que je vous mette Parodius à côté. On va mettre Parodius. Alors, je vous mets, voilà, ce Parodius, hein, sur le côté. Et vous allez me dire si vous trouvez, voilà, des similitudes, et si vous trouvez que Changeable Guardian, bah, c'est mieux. J'ai un point à donner. Je vais vous baisser la musique. Voilà. J'ai juste un point de comparaison à donner. Vous savez combien de temps dure le gameplay continu en un crédit de Parodius sur la NES? 53 minutes. 53 minutes. Deuxième chose, la cartouche ne bénéficie pas de contenu additionnel pour améliorer les performances de la NES. C'est un jeu qui tient sur une cartouche NES d'origine, il n'y a pas 4 mégas. Alors oui, vous le remarquez à l'image, et vous l'avez remarqué également si vous y jouez sur votre console. C'est un jeu qui a des clignotements au niveau des sprites, qui peut avoir peut-être certains moments de ralentissement. Mais par la suite, dites-moi si vous trouvez que Parodius c'est inférieur au niveau du gameplay à ce qu'a fait Changeable Guardian. Moi je pense que c'est très très discutable.
c'est très discutable. C'est-à-dire que là, chez Palcolm, à l'époque, hein, on avait, euh, on avait une qualité de programmation, euh, de l'expérience au niveau de la NES que peut-être aujourd'hui les gens n'ont pas et ils sont obligés de passer par du contenu additionnel au niveau des composants pour voilà, mettre ce qu'ils veulent mettre sur la cartouche, alors qu'à l'époque, on passait par des petites astuces au niveau de la programmation pour combler les manques et réussir à faire rentrer des sprites, des décors, des musiques sur une cartouche. Et les méthodes de travail n'étaient pas les mêmes également. Alors, vous voyez bien sûr, ce dont je vous parlais, c'est que parfois le jeu souffre peut-être de ralentissement. Musicalement, je pense que Parodius c'est supérieur. Au niveau animation, il y a moins de choses à l'écran. Mais ça reste un très bon jeu qui reste beaucoup plus long. Il est pratiquement 3 fois plus long. 3 fois plus long que Changeable Guardian. Alors, on regardera également ce qu'ont pensé les youtubeurs français de ce jeu-là. Moi j'ai vu les titres en fait au niveau de certaines vidéos où j'ai pas regardé ce qu'ils ont raconté parce que je le devine. Ils vont pas donner leur avis au final. Ils vont simplement dire ah, c'est un très bon jeu, c'est très beau, et il y a une belle boîte. Et puis ils vont dire quoi? Ils vont pas dire du mal forcément du titre, parce qu'ils auront peur de ne pas recevoir le prochain jeu qui sortira chez le distributeur de la marque que vous connaissez en France. Donc il y a ce côté également omerta, hein, pour dire exactement ce qu'on en pense du titre. Et il y a des gens, ils vont vous dire, mais moi j'en ai rien à faire, je dis ce que je pense. Tu dis ce que tu penses jusqu'à un certain point. Voilà, faut pas... hein. Alors ensuite, retournons du côté de l'article, voilà, de Time Extension. Alors, ce qui veut dire que les jeux comme Abadox, Salamander et Gradius ont très mal vieilli. Ah, on félicite vraiment le cliché, hein, des jeux qui ont très mal vieilli. Ah, je sais pas pourquoi tu sors alors donc en 2024 un jeu qui fait 19 minutes, qui est graphiquement pas plus beau que certains sortis sur la NES en 90. Tu vas m'expliquer à quel moment en fait Gradius a mal vieilli. Gradius c'est un jeu qui a été porté sur PS1, PS2 en arcade, version ceci, version cela, qui ont été réédités également sur la Switch. Parfois, il y a des jeux qui sont arrivés sur la Switch, sur le store. Donc, faut m'expliquer à quel moment Salamander et Gradius sont des jeux qui ont très mal vieilli. Alors, des jeux comme Section Z de Capcom également deviennent un peu, on va dire, hasardeux, si on peut dire, voilà. Alors il y a également Tailspin qui était un jeu innovant et on va dire vibrant en anglais, voilà. Mais les joueurs à l'écran n'avaient que ah ouais, un genre de missile ralentissant l'action. Ah oui, avec les émulateurs également, il y avait des problèmes d'optimisation au niveau de ces titres-là. Alors si on parle émulateur, si vous achetez ce jeu pour jouer sur un émulateur, ça reste un problème. Alors, bien que Estic manque de scrolling vertical, c'est vrai que le jeu se déroule en scrolling horizontal essentiellement. Au contraire de Parodius, où justement on peut se déplacer de haut en bas, etc., comme dans Axolay et d'autres titres. Hein. C'est un jeu qui tourne avec pratiquement zéro clignotement des sprites. Sur le format NTSC. Alors ils ont testé sur le format NTSC, alors version PAL, sincèrement moi j'ai pas forcément vu. Alors est-ce que les vidéos que l'on voit tourner sur internet sont en 50 Hz ou en 60 Hz? Je pense que de toute façon, le clignotement de sprite en 50 ou 60, il y est pas, c'est la programmation. Après, ça n'a aucun rapport avec ça. Donc là, j'ai quand même quelques doutes sur la légitimité du testeur qui a écrit la review, parce qu'il me semble très jeune et peut-être ne semble pas peut-être forcément comprendre les détails techniques au niveau de la programmation
ni avoir des références sur les jeux comme Salamander ou Gradius d'époque. C'est assez inquiétant pour le reste. Alors, mais quand vous examinez les autres jeunesses, alors, avec Katui Trading, alors Katui Trading, c'est le studio qui a fait donc Changeable Guardian. Quand vous regardez ce qu'a fait ce studio, on a l'impression que c'est Konami qui a fait le jeu, ils disent, voilà. Avec des scrollings parallèles, différentiels si vous préférez au niveau horizontal, voilà. Dont le stage final. Le stage final, j'avoue, c'est assez impressionnant avec l'effet de zoom, qui n'est pas un effet de zoom, c'est que le sprite change de taille et revient à sa propre taille à un moment donné. C'est tout simplement ça. Mais et là, par contre, oui, j'ai l'impression que le sprite disparaît par moment. Au niveau du boss final, avec ce fœtus là. Alors pour la plus grande difficulté, le jeu est très difficile, ils disent. Alors par contre en mode easy, vous allez le finir d'un coup. Ouais. Pas besoin de changer la vitesse, transformez-vous en robot en niveau facile, c'est assez facile. Et vous pouvez choisir vos armes également. C'est presque le zen mode, mais pas tout à fait, voilà. Un mode qui requiert très peu de concentration et aucun entraînement, c'est dire la difficulté. Alors je sais pas dans quelle difficulté vous l'avez terminé dans vos vidéos, là, les youtubeurs. Alors le niveau de difficulté difficile offre un challenge correct, voilà. Ça vous prendra des heures pour maîtriser ce niveau-là. Voilà, le God Game. Voilà, niveau God Game. Difficulté Dieu, voilà, si vous préférez. Hein. Alors, beaucoup de projectiles, beaucoup de missiles, beaucoup d'ennemis à l'écran, et toujours pas ce problème de sprite et de ralentissement apparemment. Alors par exemple, vous pouvez vous aider du point du robot pour vous créer un passage à travers les missiles, voilà, il y a des petites astuces qui ont été données. Par exemple, au stage 5 de Kyoto, ça commence doucement, puis les ennemis arrivent et vous déglinguent assez rapidement. Il y a des canons au sol et des projectiles qui viennent du haut, comme on l'a vu hein, dans la vidéo. Et il faut se frayer un chemin. Alors moi j'ai vu des gens y jouer, il faut pratiquement détruire les canons au sol et revenir en loop par derrière, comme je vous l'ai dit. Voilà. Et puis il y a des petites astuces, voilà. Si vous avez atteint un maximum de 3 en mode Dieu, en fait, difficulté maximale, une nouvelle arme va vous être offerte hein, pour le jeu. Voilà. Alors que les power bombs dans les shoot'em up originaux, réguliers on va dire, simplement nettoient l'écran en détruisant tout le monde. Ici les attaques puissantes ont besoin d'être utilisées précisément. Alors on peut pas les balancer n'importe comment apparemment, voilà, faut viser. Il n'y a pas de mode de joueur également. Et le mec dit que c'est une bonne chose. Alors, je sais pas. Je pense que 2 joueurs à l'écran, là, je pense que le jeu, il fait reset. Hein, il reboot, voilà. Alors, le seul point négatif, c'est les différences régionales au niveau des consoles NES et Famicom. Les versions ont des intros différentes. Et bien sûr, voilà, si vous jouez sur une Famicom, vous allez avoir une autre version. Si vous le jouez sur NES, version PAL ou US, voilà, vous allez avoir une autre intro. Et sur console, on peut pas changer ça, c'est simplement sur l'émulateur. Sur la version NES, le jeu est censuré, alors que sur la version Famicom, vous allez avoir tout ce qui a été intégré par les programmeurs.
avec quelques petits détails esthétiques hein, au niveau du robot et des ennemis, et puis de l'introduction. Alors ils vous disent achetez la version Famicom, vous aurez justement le jeu complet. Alors peu importe quelle version vous acheterez, le prix est le même, voilà. Ça a été fait par des professionnels. Et encore une fois, regardez à quel moment ils ont parlé de la musique. Ils ont parlé du gameplay avec, on va dire, la durée de vie. Ils n'en parlent pas. Voilà. Ils vous mettent ici, vous le voyez, hein, regardez. Ils vous mettent les points négatifs, les points positifs. Alors, ils vous mettent les points négatifs avec les différences régionales au niveau du titre. Et ça, moi je vous le dis, je pense que les youtubeurs français ne vous en ont pas parlé de ça. Et puis l'attribution des noms au niveau des difficultés dans les menus est pas précise. Ils disent, voilà, ça vous induit en erreur. Et tu parles de la durée de vie du jeu, 19 minutes. Tu parles du fait que peut-être on va se sentir frustré ou que les ennemis, tant que tu mets pas la difficulté maximum, bah tu t'emmerdes en fait. On en parle de ça. Les musiques très moyennes. Alors, point positif, des belles couleurs. Il y a un côté tactical au niveau des shoots, du shoot qui est vraiment intéressant. Aucun clignotement de sprite, 4 mégas, 64 kilobytes rajoutés, heureusement qu'il n'y a pas de clignotement de sprite. Hein. Un jeu précis, un gameplay peaufiné, avec on va dire une évolution, une progression du gameplay évolutive. Pour le joueur en ramassant voilà, différentes techniques d'armes, etc. Utilisant différentes techniques, suivant le niveau de difficulté. Et ils vous mettent excellent 9 sur 10. Et voilà, allez, 9 sur 10. Donc, est-ce que tu as envie en fait de forcément prendre le jeu les yeux fermés sans qu'on te parle des vrais points négatifs? Ça reste problématique. Parce que si on continue dans la propagande au niveau du produit, ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là parce que quand vous voyez les titres en fait au niveau des youtubeurs qui sont sponsorisés pour en parler, qui appartiennent à telle ou telle organisation ou secte comme on aime bien dire, vous avez ici voilà le meilleur jeu de l'année. Ah ouais, non, mais carrément, c'est le meilleur jeunesse en plus de l'histoire apparemment, le meilleur shoot'em up. Ensuite, on a d'autres personnes qui sont dans l'information, voilà. Quand un jeune rassemble, on va dire, les capacités techniques et rassemble également d'anciens programmeurs de jeux. Puis on a également des gens qui vous disent, on découvre Changeable Guardian. Attention, moi je reste prudent. J'ai besoin qu'on m'envoie des jeux gratuits et puis voilà, on découvre. Hein. Et puis après, on va dire, ouais, c'est pas mal, ouais, je sais pas. Il n'y a jamais vraiment d'avis tranché autour de ça. Bon, après, je vous laisserai découvrir, bien sûr, hein, chacun à votre tour, à votre envie, ce qui vous plaît au niveau des reviews. Mais voilà, on vous présente cette personne-là qui a rassemblé, en fait, d'anciens programmeurs qui n'ont pas fait forcément des grands jeux. Faut dire ça aussi, hein. C'est pas parce que tu rassembles d'anciens programmeurs qu'automatiquement en fait c'est des grands artistes. Le jeu est bon, mais c'est vraiment petit, c'est léger. C'est comme si tu achetais un bon gâteau et on te donne une seule part et en fait tu peux manger que ça. Une petite part quoi comme ça et tu te sens frustré parce que t'as pas envie forcément de promouvoir ni d'acheter un jeu qui dure 19 minutes en 2024. Encore une fois, c'est un homebrew. Et encore une fois, les gens sont attirés par la collection, etc. Alors, c'est pas un jeu de Brock Studio. Hein. Voilà, on cite le studio qui vend le produit, mais c'est pas Brock Studio n'a aucun rapport avec la programmation et on va dire l'esthétique et la musique et le gameplay du jeu. Aucun rapport. Donc encore une fois les gars, je vous dis
Essayez de réfléchir quand vous achetez un jeu, l'achetez pas les yeux fermés. Il y a des très bons petits jeux comme Micromage sur la NES qui sont sortis du coup du côté de Brock Studio au niveau de la vente. Il y a d'autres jeux dans le passé comme Twin Dragons qui sont pas mal, qui méritaient peut-être un peu plus de pub. Il y a également Jim Power et d'autres jeux sur la NES qui ont été sortis à une époque. Je comparerai pas forcément à ce qui se passe du côté de la Mega Drive au niveau du homebrew, parce que sur Mega Drive on est au point mort. On est au point mort de mort en fait. La première difficulté sur Mega Drive comme sur d'autres homebrew, c'est l'intelligence artificielle. Quand on fait des jeux où on s'aventure, où justement l'intelligence artificielle est vraiment primordiale dans le gameplay, et que au final il n'y a pas de répondant, pour moi ça va être un gros problème, même si esthétiquement vous faites un jeu correct. Je vois pas l'intérêt de sortir ni un beat'em all, ni un jeu d'aventure où tout est scripté, tout est donné aux gamers pour finir le jeu rapidement. C'est exactement ce qui se passe, ce qui s'est passé du côté également peut-être de Paprium pour les gens qui l'ont eu. J'aime pas parler de ce jeu-là parce que pour moi c'est une escroquerie organisée, ce qui s'est passé au niveau de la distribution malheureusement sur une certaine période. Ça commençait mal avec l'histoire des photos, ça a fini mal avec les gens qui n'ont pas reçu leur jeu. Enfin, ce jeu il a un mauvais karma, il a un très mauvais karma ce jeu-là. Et c'est un jeu qui est extrêmement court. En une demi-heure, vous le torchez, c'est pareil. Tout est donné aux gamers, en fait, pour le terminer. Vous prenez plaisir, vous vous en prenez plein les yeux. Et encore une fois, là, ce shoot'em up là, c'est pareil. C'est techniquement impressionnant, mais vous restez sur votre faim. Et je pense pas qu'en 2024, on ait envie, encore une fois, si on est quelqu'un d'honnête. C'est ça le problème, si on est quelqu'un d'honnête, on n'a pas envie de participer à l'achat, ni à la promotion de ce genre de titre qui est extrêmement court. Quand vous voyez sur Mega Drive des jeux qui sont extrêmement longs, intéressants, avec des gens qui font les choses pour des gamers et pour des gens qui aiment la difficulté aussi, tout ce qui a été fait du côté de néophyte, c'est très bon, il n'y a aucun problème. Maintenant, moi j'aurais du mal... Voilà, même en 2024, à racheter des anciens jeux des années 80 de la NES qui durent 15 minutes, 20 minutes. On prend l'exemple de Terminator de Virgin, sorti sur Mega Drive, un jeu qui se finit en 17 minutes. C'est pas concevable. Et pour moi, le fait que les youtubeurs n'en parlent pas de tous ces problèmes-là, et encore une fois, allez voir si les youtubeurs parle de la version Famicom et de la version NES qui ont deux versions différentes qui sont pas exactement les mêmes au niveau des cartouches, pour voir si ces gens-là savent de quoi ils parlent déjà, voilà. Et on pourra savoir s'ils ont fini les deux versions ou pas, voilà, ça peut être intéressant. Mais je pense que beaucoup de gens aujourd'hui essayent de recevoir les produits gratuitement. Sans forcément bien en parler, et on est encore, regardez, dans 5-6 jours, on est en 2025. Les homebrew, stop les gars, arrêtez les homebrew, arrêtez. Si c'est pour sortir ça, faut arrêter. Tout est dans la bande-annonce. Vous avez vu la bande-annonce de Changeable Guardian, vous avez tout vu. Ça sert à rien. Attendez d'avoir le jeu gratuitement, faites-le, et puis point final. N'achetez pas ça, ça sert à rien. Aucun intérêt. 19 minutes, les gars. Thunder Force 4, il durait 1h30, pratiquement. Quand on jouait de façon continue, hein, il y en a pour 1h20, quoi. C'est hyper long, quoi. Enfin bon, bref, après, on va pas refaire l'histoire, mais chercher des shoot'em up qui duraient 19 minutes sur la NES, il y a peut-être Solar Strike sur la Game Boy, qui est extrêmement court, et d'autres jeux comme ça. Mais dans l'histoire, même sur Super Famicom, des jeux à 19 minutes. Non, mais... Enfin, bref. Bon, sur ce, les gars, j'espère que je vous ai pas trop dégoûté du titre. Si vous avez envie de l'acheter, achetez-le. Je vois pas l'intérêt, moi.